17 jours seulement ont suffi pour transformer un ciel réputé silencieux en un espace chargé d'alertes. Un MQ-9 Reaper, opérant sans autorisation, a franchi les limites aériennes du Burkina Faso et frappé un véhicule civil, révélant une intrusion qui expose des fragilités ignorées et soulève des questions lourdes sur les mécanismes extérieurs qui traversent encore le Sahel sous couvert d'opérations techniques prétendument isolées. Que signifie vraiment cette tentative contre Ibrahim Traoré pour l'équilibre politique africain ? Un glissement discret pourrait déjà être en cours. L'attaque avortée n'a pas seulement violé l'espace aérien burkinabé, elle a ouvert un chantier analytique bien plus large, centré sur la compréhension des mécanismes d'influence qui opèrent encore dans le Sahel. Le bénéfice essentiel réside dans une clarification rigoureuse des responsabilités extérieures. Ce point, souvent relégué à l'arrière-plan, devient ici une promesse forte. Si les chaînes décisionnelles ayant permis le déploiement du MQ-9 Reaper sans autorisation sont identifiées, alors les États sahéliens disposeront enfin d'un socle factuel solide pour défendre leur souveraineté et établir un cadre opérationnel qui limite les intrusions déguisées. Le risque, lui, est immédiat. Une réaction internationale tiède pourrait entériner l'idée que les violations ciblées sont tolérables lorsqu'elles concernent des pays africains, renforçant ainsi la perception d'un double standard sécuritaire. Une autre menace tient à la bataille narrative. Si le Burkina Faso perd la maîtrise du récit, les implications politiques pourraient être minimisées ou diluées. Que se passe-t-il si cette attaque devient un précédent silencieux dans le Sahel ? À ce stade, une précision importante apparaît. Le second repose sur la réponse immédiate d'Ibrahim Traoré, qui a exigé la publication des débris, des données radars et des images satellitaires afin d'établir la chaîne exacte des événements sans laisser place aux spéculations. À partir de cette double révélation, le cadre général s'éclaire différemment. Le Sahel, longtemps présenté comme une zone d'opération antiterroriste où coexistent multiples acteurs externes, est devenu un théâtre où les puissances occidentales, la Russie et la Chine, déploient des stratégies parallèles d'influence. Le Burkina Faso, depuis plusieurs mois, s'est repositionné en contestant les dispositifs sécuritaires hérités des années précédentes et en réaffirmant un contrôle strict de son espace aérien, une démarche qui a redéfini les rapports de force régionaux. C'est dans ce contexte tendu qu'apparaît l'incursion du MQ-9. Sa présence dans le ciel burkinabé, sans autorisation, ne peut être détachée de ses dynamiques géopolitiques. Le choix de l'arme, le R9X, utilisé dans des éliminations ciblées, suggère une opération calibrée, incompatible avec la notion d'erreur technique évoquée par certains commentateurs occidentaux. La frappe manquée est ainsi devenue un révélateur. Elle expose la fragilité d'un équilibre déjà précaire, met en lumière les limites des accords sécuritaires existants et bouscule la perception qu'avaient de nombreux Africains sur la neutralité des interventions extérieures. Le fait que la réaction burkinabé se soit appuyée sur la transparence a ajouté un contraste supplémentaire. Dans une région habituée aux opérations discrètes, la divulgation immédiate des données a forcé l'ensemble des acteurs à reconsidérer leur récit. Dès lors, la question de fond se cristallise. Comment un drone chargé d'une arme chirurgicale a-t-il pu traverser un espace souverain, frapper une cible civile et repartir sans que les responsabilités soient immédiatement reconnues ? Dans les heures ayant suivi l'incident, une constante s'est imposée. La posture méthodique d'Ibrahim Traoré, devenue la clé d'interprétation de l'événement. Là où nombre de dirigeants auraient cédé à la riposte immédiate ou au discours accusatoire, il a organisé une séquence d'analyse structurée, combinant les rapports du terrain, les relevés radars et les premières observations des unités de sécurité. Cette approche rigoureuse et sans emphase a permis de contenir les spéculations tout en établissant un cadre factuel exploitable par les institutions nationales. Le premier cas marquant concerne les cellules de surveillance aérienne. En moins de 24 heures, elles ont dressé une cartographie des points d'intrusion potentiels afin de comprendre comment un MQ-9 Reaper avait pu pénétrer si profondément dans l'espace burkinabé sans déclencher d'alerte anticipée. Ce travail a mis en lumière la nécessité d'une révision complète des procédures de détection. Un second cas
plus politique est survenu du côté des partenaires sahéliens. Le Mali et le Niger, alertés par la rapidité de la divulgation des preuves matérielles, ont sollicité un échange d'informations pour déterminer si cette opération relevait d'une logique isolée ou d'une pression plus structurée visant les États qui revendiquent leur souveraineté. Cette coopération précoce a renforcé l'idée que l'attaque dépassait la seule personne du président burkinabé et touchait à une problématique collective. À ce stade, l'enjeu principal s'esquissait clairement. Savoir si l'incident devait être compris comme une anomalie technique ou comme le symptôme d'un environnement où les États sahéliens doivent constamment défendre les limites de leur autonomie. Tout débute à l'aube, dans un ciel dont rien ne laissait présager une rupture. Un MQ-9 Reaper, identifié plus tard comme étant de fabrication américaine, apparaît dans la zone aérienne burkinabé sans notification préalable. Les équipes de contrôle n'ont reçu aucun plan de vol, aucun signal d'entrée, aucun avertissement. Le drone progresse lentement, suivant un axe nord-ouest, puis modifie sa trajectoire en direction du convoi présidentiel. Les premières observations au sol notent un comportement anormal, mais le temps de réaction est trop court. L'appareil verrouille sa cible. Il déploie alors un missile Hellfire R9X, un modèle réservé aux frappes de précision conçu pour éliminer une personne sans explosion. Quelques secondes plus tard, le projectile touche un camion civil, provoquant la mort de 3 innocents. L'impact déclenche immédiatement l'alerte. La nouvelle circule dans l'appareil d'État. Les unités de sécurité se regroupent, évaluent les dégâts, sécurisent la zone, reconstituent les trajectoires. Au centre de commandement, la situation reste tendue. Personne ne sait si une seconde frappe suivra. Dans cette atmosphère dense, Ibrahim Traoré reçoit les premiers rapports. Il ne réagit pas par un discours de condamnation immédiate, ni par un ordre de riposte. Il exige des faits. Les équipes récupèrent les fragments du missile, isolent les pièces du système de guidage, comparent les signatures thermiques relevées par les capteurs périphériques. Les données radars confirment la présence du drone dans une zone interdite. Les images satellites indiquent un passage unique mais parfaitement calculé. Cette précision fait vaciller l'hypothèse d'une erreur. Parallèlement, au Mali et au Niger, les autorités prennent connaissance des premiers éléments transmis par Ouagadougou. Les échanges s'intensifient. Si un drone étranger a pu mener une frappe dans un pays voisin, cela signifie que les autres États sahéliens pourraient également être vulnérables. La tension politique monte. La région entre dans une phase incertaine. Les médias occidentaux commentent l'incident avec prudence, certains évoquant une possible méprise, d'autres un incident isolé. Mais dans le Sahel, la lecture est différente. La frappe s'inscrit dans un climat d'ingérence déjà ressenti depuis longtemps. Les citoyens burkinabés interprètent l'événement comme un signal contre leur souveraineté. Les gouvernements sahéliens y voient une menace plus large. Si un avion sans pilote peut pénétrer un espace national sans autorisation et utiliser une arme aussi spécifique, alors les limites de la sécurité collective doivent être entièrement réévaluées. Le silence prolongé des puissances concernées renforce cette perception. Ibrahim Traoré, au lieu de capitaliser sur l'émotion, choisit une approche méthodique. Il ordonne la publication progressive des preuves matérielles. Chaque fragment du missile, chaque ligne de données radar, chaque séquence d'imagerie est rendue publique. Ce choix change le rythme de la crise. Là où l'opacité aurait pu nourrir la confusion, la transparence structure un récit clair. Dans les rues, la population exprime un soutien croissant. Au niveau régional, la coordination s'accélère. Le Mali et le Niger valident l'idée d'une surveillance commune renforcée. Ce moment devient un pivot. Le Burkina Faso n'est plus seulement un pays touché par une frappe étrangère. Il devient un acteur qui impose une relecture collective des rapports de force, révélant que la sécurité sahélienne ne peut plus être pensée comme auparavant. Dans une lecture méthodique, il est expliqué que, à partir de cette base, le texte opère un passage vers le delta, c'est-à-dire une transformation interprétative du même matériau chiffré. Par exemple, l'évocation du modèle R9X, connu dans la littérature publique pour son usage dans des éliminations ciblées, sert dans la narration à suggérer l'intentionnalité. Dans ce cadre discursif, le chiffre devient un vecteur rhétorique plutôt qu'une donnée vérifiable. La fonction du détail technique est d'accentuer la gravité perçue en suggérant une précision délibérée.
Deuxième bloc quantitatif, le récit parle d'une intrusion unique dans l'espace aérien, mais suffisamment profonde pour atteindre un convoi présidentiel. Bien que la source ne fournisse ni distance ni durée, elle présente l'incident comme une opération calibrée. Le 1 de cette intrusion est utilisé pour opposer un acte singulier à une portée régionale supposée. La valeur narrative de cette singularité est de transformer un épisode en symbole structural. Troisième bloc, le texte mentionne indirectement une chronologie courte, le matin de l'attaque, dans les jours qui ont suivi, immédiatement, rapidement. Même sans chiffre précis, cette compression temporelle joue un rôle quasi quantitatif. Elle crée l'effet d'une succession rapide d'événements, renforçant l'idée que la réaction d'Ibrahim Traoré, telle que décrite, aurait produit un basculement politique perceptible. Le resserrement temporel donne une impression d'urgence contrôlée. Sur le plan méthodologique, la narration fait également appel à des objets mesurables, données radar, images satellites, résidus du missile. Il est important de noter que le texte source ne montre pas ces éléments. Il mentionne leur existence pour soutenir la logique interne du récit. L'usage répétitif de ces termes techniques crée un effet de vraisemblance. Le procédé consiste à emprunter le vocabulaire de la vérification sans fournir la vérification elle-même. Dans une lecture méthodique, il est expliqué que ainsi, l'ensemble du dispositif quantitatif du texte relève moins d'une démarche d'enquête que d'un usage stratégique des chiffres pour structurer un récit de montée en tension politique. Dans l'économie discursive du texte source, deux lectures opposées coexistent et méritent d'être reconstruites dans une logique de Stillman, c'est-à-dire en présentant chaque position sous sa forme la plus robuste possible avant d'en proposer une lecture critique issue du même matériau narratif. Le premier courant repose sur l'idée que la frappe, telle que décrite, serait un acte intentionnel. Le texte invoque pour cela plusieurs éléments. La présence du MQ-9 Reaper, souvent associé dans l'imaginaire médiatique à des opérations ciblées, l'usage du missile Hellfire R9X, dont la précision est fréquemment mise en avant, et enfin le fait que le projectile ait été lancé dans un contexte où circulait un convoi présidentiel. Dans cette perspective, la cohérence interne du récit tient à la combinaison d'un outil conçu pour des frappes chirurgicales et d'un moment présenté comme politiquement sensible. Le Stillman de cette position soutient que l'ensemble de ces détails techniques compose une trame suffisamment dense pour suggérer une intention délibérée, du moins dans la logique de la source. Le second courant met plutôt en avant l'hypothèse d'un incident isolé ou d'une mauvaise identification. Il s'appuie sur le manque d'éléments vérifiables extérieurs au récit, l'absence de paramètres chiffrés indépendants et le fait que le texte source ne cite ni documents, ni horodatage, ni données de vol. Dans cette lecture, les termes techniques jouent un rôle rhétorique, mais ne suffisent pas à établir un comportement intentionnel. Le Stillman de cette position affirme que la précision supposée d'une arme ne permet pas en soi de conclure à une volonté d'atteindre une cible politique, surtout en l'absence de preuves corroborées. La réponse analytique, dérivée uniquement du matériau de la source, consiste à reconnaître que le texte privilégie une interprétation géopolitique en transformant des détails techniques en arguments d'intention. La narration ne fournit pas d'expertise externe, ni de comparaison avec des cas similaires. Autrement dit, le récit construit une causalité politique à partir d'un faisceau d'éléments qui, bien que présentés comme cohérents, appartiennent entièrement à son propre univers narratif. Cette observation permet de comprendre que la force persuasive du texte provient moins de preuves indépendantes que de sa capacité à articuler un enchaînement logique interne. Un mouvement discret apparaît alors dans le récit. À ce stade du récit, l'auteur opère un déplacement subtil. La frappe, jusqu'ici traitée comme un épisode technique, devient le support d'une transformation politique plus large. Le texte insiste sur la manière dont la réaction d'Ibrahim Traoré, décrite comme calme et méthodique, aurait modifié la perception régionale de la souveraineté. Cette transition fonctionne comme une révélation intermédiaire. Ce n'est plus l'incident lui-même qui importe, mais la reconfiguration des lectures possibles et autour de lui. La source renforce cette bascule en élargissant son cadre géopolitique. Elle évoque le Mali, le Niger, puis un écho continental, montrant comment un événement présenté comme isolé se transforme, dans la narration, en signe précurseur d'un mouvement d'unité africaine.
Cette expansion progressive du périmètre narratif crée un effet d'élévation, où chaque acteur est repositionné dans une trame qui dépasse largement l'épisode initial. Ce midpoint reveal ne repose pas sur de nouvelles données, mais sur une redistribution du sens. Les mêmes éléments, drones, missiles, réaction présidentielle, sont réinterprétés comme indice d'un basculement politique. La technique cède la place à la symbolique, faisant glisser la lecture vers une logique d'affirmation continentale. Dans la logique du texte source, les répercussions supposées de l'incident se répartissent en 4 cercles concentriques. La population, le tissu économique, l'appareil d'État et enfin l'ensemble du Sahel. Cette structuration permet d'élargir progressivement l'impact narratif sans introduire de nouveaux faits matériels. À propos de ce volet, le texte explique que le récit insiste sur l'effet psychologique immédiat que pourrait avoir une frappe ratée menée par un drone étranger. La perte de 3 civils, telle que présentée dans la source, sert de point d'ancrage émotionnel pour symboliser la vulnérabilité du territoire. Le texte décrit une réaction où les citoyens interprètent l'incident comme un affront à leur souveraineté, et où la posture supposée d'Ibrahim Traoré, fondée sur la transparence, renforcerait un sentiment de cohésion sociale. Dans cette dynamique, la population est dépeinte non pas comme victime passive, mais comme moteur d'un sursaut national. À propos de ce volet, le texte explique que même si le texte source ne fournit pas de données chiffrées économiques, il suggère que l'incident pourrait avoir un impact indirect sur la confiance des acteurs locaux. En évoquant l'ingérence potentielle de puissances extérieures, la narration laisse entendre que l'environnement opérationnel devient plus incertain. L'effet rhétorique consiste à étendre les conséquences d'un événement isolé à la sphère des activités commerciales, en insinuant que toute instabilité géopolitique perçue peut fragiliser les perspectives de développement. Ici, l'économie fonctionne surtout comme miroir de la vulnérabilité politique décrite. À propos de ce volet, le texte explique que la source montre un appareil étatique qui réagit en mettant l'accent sur la transparence, publication des preuves, demande de clarification, coordination avec des États voisins. Ce cadrage présente l'État burkinabé comme un acteur affirmatif, cherchant à maîtriser la narration plutôt qu'à la subir. Le rôle attribué à Ibrahim Traoré est central. Il est décrit comme celui qui transforme un épisode critique en opportunité pour questionner les rapports de force internationaux. L'impact politique illustré n'est pas mesuré par des indicateurs institutionnels, mais par une reconfiguration discursive du pouvoir et de la souveraineté. À propos de ce volet, le texte explique que le dernier volet concerne les répercussions régionales. Le texte mentionne le Mali, le Niger et, plus largement, les nations africaines qui auraient exprimé leur solidarité. Cet élargissement géographique sert à montrer que l'incident dépasse son cadre national et devient un symbole d'unité possible face aux ingérences. Dans cette perspective, le Sahel apparaît comme un espace où une nouvelle forme de coopération pourrait émerger, centrée sur la défense collective et la réaffirmation de la souveraineté africaine. La narration ne prouve pas l'existence de tels mécanismes, mais elle articule leurs possibilités comme un prolongement logique de la réaction burkinabé. Dans l'ensemble, l'auteur emploie l'incident décrit pour étendre progressivement la portée symbolique du récit, de l'émotion populaire à la cohésion régionale. Le texte transforme les conséquences d'un événement présenté comme ciblé en un terrain d'affirmation politique à plusieurs niveaux. Dans le récit analysé, l'incident sert de point de départ à 3 trajectoires imaginées, chacune construite non pas sur des données empiriques, mais sur une extrapolation interne à la logique narrative. Ces scénarios ne constituent pas des prévisions factuelles. Ils fonctionnent comme des outils discursifs permettant à l'auteur d'explorer les implications politiques possibles du cadre qu'il met en scène. Dans une perspective prudente, le récit décrit que, dans cette version, le texte suggère qu'une interaction progressive pourrait s'installer entre le Burkina Faso et ses voisins, principalement le Mali et le Niger. L'incident, tel que représenté, deviendrait un prétexte pour renforcer les mécanismes de partage d'informations. Le récit imagine une montée en cohérence des dispositifs régionaux, sans rupture majeure. L'État burkinabé conserverait la posture attribuée à Ibrahim Traoré, privilégier la transparence et l'affirmation d'une souveraineté mesurée.
L'objectif narratif de ce scénario est de montrer comment un épisode contesté peut produire une stabilité relative par la coopération. Dans une vision plus optimiste, l'auteur imagine que ici, l'auteur du texte élargit les ambitions. Il imagine que l'incident deviendrait le catalyseur d'une alliance plus structurée, presque une ébauche de défense commune sahélienne. Les États de la région seraient poussés, selon le récit, à réviser leurs accords de sécurité et à mettre en place des mécanismes de surveillance partagés. Ce scénario sert à montrer comment une crise peut être transformée dans une logique discursive en opportunité politique. L'évocation de l'unité africaine joue un rôle central, même si le texte ne cite aucune mesure institutionnelle concrète ou vérifiable. Dans une hypothèse plus sombre, le texte envisage que, dans cette hypothèse, le récit explore une montée des tensions, méfiance accrue envers les puissances extérieures, crispation diplomatique, fragmentation des initiatives régionales. Le texte source ne fournit pas d'indicateurs matériels permettant d'évaluer la plausibilité d'un tel scénario, mais il utilise les émotions suscitées par la frappe décrite pour imaginer une détérioration du climat politique. Ce scénario sert à illustrer la vulnérabilité structurelle du Sahel telle que présentée dans la source. À travers ces 3 trajectoires narratives, l'auteur ne propose pas des projections fondées sur des données, mais des variations discursives visant à donner du relief politique à un épisode présenté comme un signal d'alarme. Ainsi, la meilleure recommandation analytique consiste à lire ces scénarios comme des outils rhétoriques, non comme des anticipations factuelles. Le texte source, en articulant l'incident décrit autour de thèmes comme la souveraineté, la transparence et la solidarité régionale, construit une réception émotionnelle destinée à 3 publics distincts. Pour les jeunes Africains, la narration propose une figure de résilience. En présentant la réaction d'Ibrahim Traoré comme calme, méthodique et centrée sur la vérité, le texte façonne l'image d'un leadership ancré dans la responsabilité plutôt que dans la réaction impulsive. Ce cadrage fonctionne comme un miroir destiné à nourrir un sentiment d'agentivité collective, l'idée que la jeunesse peut s'identifier à un modèle d'affirmation continentale. Pour la diaspora, l'effet est différent. Le récit utilise la frappe décrite comme symbole d'une ingérence persistante, ce qui crée un appel implicite à la vigilance culturelle et politique. La diaspora, souvent attentive aux récits médiatiques internationaux, est invitée à percevoir l'incident comme une illustration de l'écart entre les représentations occidentales et les vécus africains. Cet angle nourrit un sentiment de responsabilité partagée envers la défense de la souveraineté. Pour les observateurs internationaux, la narration propose une relecture des équilibres géopolitiques sahéliens. Le texte ne fournit pas d'éléments indépendants, mais il expose une dynamique où un État africain chercherait à imposer une transparence rare dans des contextes sécuritaires sensibles. Ainsi, le récit amène ce public à réfléchir à la manière dont les interventions extérieures sont perçues localement et à la façon dont les discours médiatiques influencent cette perception. Dans l'ensemble, la fonction principale du texte est de repositionner un incident présenté comme technique dans une grille de lecture politique élargie. Pour un lecteur averti, 2 suggestions s'imposent. Examiner la structure argumentative avant d'en déduire une portée géopolitique et distinguer soigneusement les faits présentés des interprétations qui les accompagnent. Dans le texte source, la réaction décrite est présentée comme une démarche structurée où la transparence occupe une place centrale. En l'analysant sous forme de lotrine d'IFAP, il est possible d'identifier plusieurs étapes discursives qui fonctionnent comme une architecture politique interne au récit, même sans preuves indépendantes. À ce moment du déroulement, il est précisé que, ici, la source attribue aux institutions burkinabées un rôle d'ouverture totale. L'objectif narratif est d'établir une rupture avec les pratiques habituelles de gestion de crise en montrant un État qui choisit la lumière plutôt que l'opacité. À ce moment du déroulement, il est précisé que cette étape construit une figure présidentielle méthodique utilisée dans le récit comme pilier de légitimité. Le texte en fait un symbole d'affirmation souveraine. À cette étape du récit, l'auteur souligne que, à ce moment du déroulement, il est précisé que l'objectif narratif est d'étendre la portée de l'incident, en le présentant comme moteur d'une réflexion régionale sur la sécurité.
À cette étape du récit, l'auteur souligne que, à ce moment du déroulement, il est précisé que cette étape sert à transformer un cas national en potentiel levier continental. Le récit mobilise la population comme élément stabilisateur. Ainsi, l'ensemble fonctionne comme un dispositif narratif visant à structurer une montée en souveraineté à partir d'un événement isolé. Dans le texte source, la réaction décrite est présentée comme une démarche structurée où la transparence occupe une place centrale. En l'analysant sous forme de Lothring Dieifab, il est possible d'identifier plusieurs étapes discursives qui fonctionnent comme une architecture politique interne au récit, même sans preuve indépendante. À ce moment du déroulement, il est précisé que, ici, la source attribue aux institutions burkinabées un rôle d'ouverture totale. L'objectif narratif est d'établir une rupture avec les pratiques habituelles de gestion de crise, en montrant un État qui choisit la lumière plutôt que l'opacité. À ce moment du déroulement, il est précisé que cette étape construit une figure présidentielle méthodique utilisée dans le récit comme pilier de légitimité. Le texte en fait un symbole d'affirmation souveraine. À cette étape du récit, l'auteur souligne que, à ce moment du déroulement, il est précisé que l'objectif narratif est d'étendre la portée de l'incident en le présentant comme moteur d'une réflexion régionale sur la sécurité. À cette étape du récit, l'auteur souligne qu'à ce moment du déroulement, il est précisé que cette étape sert à transformer un cas national en potentiel levier continental. Le récit mobilise la population comme élément stabilisateur. Ainsi, l'ensemble fonctionne comme un dispositif narratif visant à structurer une montée en souveraineté à partir d'un événement isolé. La conclusion du texte source repose sur une dynamique d'invitation plus que d'affirmation. En réinvestissant l'idée de souveraineté africaine développée tout au long du récit, l'auteur propose un horizon collectif plutôt qu'un verdict. Cette approche permet de maintenir une tension narrative modérée tout en évitant de présenter l'incident décrit comme une vérité définitive. Le lecteur est ainsi placé devant une réflexion ouverte. Comment interpréter un épisode dont les éléments techniques sont évoqués mais non démontrés par des sources indépendantes? Le choix d'un ton plus doux, privilégiant le dialogue, contribue à repositionner la question sur un terrain interprétatif. Le texte suggère que la compréhension des enjeux sahéliens passe autant par l'analyse rigoureuse des discours que par l'examen des faits. En ce sens, la meilleure démarche consiste peut-être à interroger la manière dont les récits se construisent, comment ils circulent et comment ils influencent notre perception des rapports de force. Que retenez-vous réellement de cette narration et quelle lecture souhaitez-vous en construire ?